Messieurs les ministres, monsieur le maire, monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir en Grèce, non pas pour recevoir des lauriers ou des compliments, mais pour retrouver un pays ami, membre plein de l'Union européenne et appartenant pleinement aussi à la zone euro. Monsieur le ministre, vous avez eu des paroles qui m'ont bien sûr touché, car ce que j'ai fait comme président de la République pour préserver la présence de la Grèce dans la zone euro, je l'ai fait en continuité avec mes prédécesseurs qui avaient toujours fait prévaloir l'engagement de la France aux côtés de la Grèce pour construire l'Europe. Mais je l'ai fait aussi, au-delà de l'amitié, pour l'Europe tout entière. Car s'il était advenu que la Grèce soit, même pour un temps, écartée de la zone euro, c'eût été le délitement de l'ensemble de la construction européenne. Car de proche en proche, d'autres pays auraient aussi été à un moment mis de côté. Nous sommes sortis de cette épreuve, les uns et les autres, victorieusement et fièrement. Je veux aussi saluer ce qu'a été la compréhension à ce moment-là, après de nombreuses discussions, d'Angela Merkel, qui a elle aussi compris que la Grèce devait être à nos côtés pour préparer les échéances futures. Alors aujourd'hui, l'Europe vit une succession de crises. La crise de la zone euro, il y a encore quelques années, puis celle des réfugiés en 2015-2016, le Brexit, la pandémie, et maintenant la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie. Ces épreuves mettent sous tension chacun de nos pays et interrogent l'Europe sur sa solidité et sur sa solidarité. L'Europe, pour bien la connaître, elle prend toujours de bonnes décisions, mais elle les prend souvent trop tard. Et aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre. Mais l'Europe, elle a été aussi capable, ces dernières années, de surmonter bien des chocs et d'éviter la division. J'en veux pour preuve à la fois ce que nous avons réussi pour la cohésion de la zone euro, mais aussi la gestion de la crise sanitaire, la politique des vaccins, la mise en place de fonds européens grâce à un emprunt que jusqu'à présent un certain nombre de pays refusaient d'offrir pour l'Europe, une solidarité financière qui s'est approfondie, et puis même face à l'agression russe en Ukraine, une réponse cohérente. Néanmoins, je sens bien que l'édifice est fragile, car le coût des sanctions, qui est sans doute douloureux pour la Russie, mais il est aussi élevé pour nos propres pays. Et la question que nous avons tous à l'esprit, c'est est-ce que la cohésion de l'Europe, la solidarité dont elle fait preuve, résistera à tout ce mouvement qui est celui de l'inflation de retour, peut-être de la récession et d'un prix de l'énergie difficilement supportable. Quels sont les risques? Le premier, c'est qu'au sein des 27, des pays soient tentés de demander une levée des sanctions à l'égard de la Russie en considérant qu'il y a pour les opinions publiques une charge insupportable.
La Hongrie est déjà sur cette position. D'autres pensent sans doute la même chose sans le dire. Dans quelques jours, il y aura des élections en Italie, et si la coalition de droite et d'extrême droite l'emporte, déjà a été annoncé qu'il y aurait une pression de l'Italie pour que soit levée une partie des sanctions. Le deuxième risque, c'est qu'il y ait une fatigue dans nos propres sociétés, qu'après avoir exprimé une solidarité à l'égard du pays agressé, en l'occurrence de l'Ukraine, eh bien, un certain nombre de nos concitoyens pensent que ça a assez duré et qu'il vaut mieux en terminer avec un conflit, même si c'est au détriment du pays agressé. Le troisième risque, c'est que les États aient de plus en plus de mal à supporter les conséquences de la guerre en Ukraine et la hausse du prix de l'énergie, et que les finances publiques soient progressivement déséquilibrées au point que les États, eux aussi, finissent par atténuer la pression sur la Russie. C'est d'ailleurs tout le calcul de Vladimir Poutine, qui pense, et pour bien le connaître, je peux vous le confirmer, il pense que nos sociétés européennes sont vulnérables, fragiles, influençables, versatiles, gagnées par la lassitude et touchées par le déclin et la décadence. Et donc il escompte que cet esprit de résistance que nous avons manifesté, que la solidarité européenne va s'ébrécher, et qu'à partir de là, le fait accompli de l'agression pourra être réussi. Aussi, l'Union européenne doit relever 3 défis. Le premier, c'est le défi énergétique. C'est à la fois un problème de prix et de quantité. Il faut nous libérer de la dépendance à l'égard de la Russie, tout en trouvant d'autres fournisseurs, en élaborant des plans de sobriété et en recourant à des énergies alternatives. Il s'agit aussi de plafonner, sous une forme ou sous une autre, le prix du gaz et de faire contribuer les entreprises énergétiques et de redistribuer les éventuelles ressources de ces prélèvements aux consommateurs. Est-ce que l'Europe est capable de se mettre d'accord sur cet ensemble de mesures? Ou est-ce qu'elle va, une fois encore, différer? La question est posée aussi des règles d'approbation de ce type de décision. Avec le principe de l'unanimité, un seul pays peut bloquer le processus. Et aujourd'hui, certains ne sont pas forcément d'accord pour mener cette politique de recherche d'autres sources d'énergie ou de plafonnement du prix du gaz. Là encore, nous serons devant nos responsabilités. Le second défi pour l'Europe, il est financier et budgétaire. La plupart des pays membres de l'Union européenne, dont les finances publiques ont été déjà largement dégradées par la crise sanitaire, sont conduits, là encore, à effectuer des dépenses supplémentaires, soit pour alléger la charge des ménages face au prix de l'énergie, soit pour accompagner les entreprises dans leur mutation, soit pour aller rechercher des énergies alternatives. Les comptes publics vont forcément se dégrader dans les prochains mois, d'autant plus que la Banque centrale européenne vient de prendre une décision, qui d'ailleurs est courageuse, qui est de relever les taux d'intérêt, ce qui va avoir forcément comme conséquence de renchérir les dettes publiques et les emprunts que les pays devront lever pour assurer leurs dépenses. À partir de là,
il faudra que, là aussi, l'Union européenne prenne le relais. Sera-t-elle suffisamment solidaire pour accepter pendant un temps une flexibilité par rapport aux règles budgétaires et la mise en place d'un cadre qui puisse être compris et accepté par tous? Je ne suis pas sûr du résultat, mais il est impératif que l'Union européenne, là-dessus, puisse accompagner les États dans cette transition. Le troisième défi, il est militaire. L'Europe a pris conscience que la prospérité économique ne conférait pas la puissance politique. Elle a aussi compris un peu tard que le commerce avec les pays qui sont souvent des dictatures ou des régimes autoritaires ne conduisait pas nécessairement, mécaniquement, à la démocratie. Que c'était même une illusion d'imaginer que parce que nous allions ouvrir nos frontières ou commercer encore davantage avec de grands pays, la Chine, la Russie, eh bien, il y aurait comme une logique que ces pays adoptent les règles du pluralisme et de la démocratie. Ça ne s'est pas produit. L'Europe a constaté aussi que les États-Unis étaient, depuis plusieurs années, dans une phase de repli, de retrait. Déjà Barack Obama au moment de la guerre en Syrie, puis Donald Trump, qui avait préparé le retrait total d'Afghanistan et avait entretenu une relation plus qu'ambiguë avec Vladimir Poutine, et même Biden, qui, dans les premiers mois de son mandat, ne considérait pas la scène européenne comme la plus primordiale, préférant regarder du côté de la Chine. Donc l'Europe, elle ne peut plus considérer que sa seule construction économique, monétaire, politique même, peut suffire. Elle doit maintenant préparer sa défense. La défense de l'Europe au sein de l'Alliance atlantique, mais une défense qui puisse être suffisamment crédible, avec des capacités également élevées pour inspirer le respect. Les Allemands ont décidé, là aussi courageusement, avec le gouvernement Scholz, de dégager 100 milliards d'euros pour les prochaines années, dans cette perspective de restaurer les capacités militaires de l'Allemagne. La France est favorable à ce mouvement. La Grèce fait également un effort très important pour sa défense. Pas simplement parce qu'elle achète des Rafales, ce qui est mieux que d'acheter des avions américains, mais parce qu'elle a compris, la Grèce, qu'elle pouvait être, et le ministre l'a évoqué, menacée par l'extérieur. Et que donc la défense fait partie de ce que tout pays doit considérer comme aujourd'hui prioritaire, alors même qu'il y a tant d'autres choses à régler. Le couple franco-allemand, une fois encore, pourra montrer son partenariat au-delà de son amitié et de renforcer, autant qu'il sera possible, le pilier européen de défense au sein de l'Alliance atlantique. Le fait même que deux pays, la Finlande et la Suède, aient rejoint l'OTAN, malgré les réserves de la Turquie, est un point extrêmement positif pour justement cette mise en place de l'Europe de la défense. J'en termine pour dire qu'il faut agir vite pour convaincre nos sociétés que nous disposons d'une stratégie d'ensemble et d'outils pour assurer notre sécurité et nos approvisionnements en énergie et que nous nous soutenons mutuellement par solidarité. De la réponse européenne viendra la résolution du conflit ukrainien. Il y a en effet deux options pour l'issue de ce conflit. La première option, c'est celle du statu quo, de ce qu'on appelle un conflit gelé, où le territoire ukrainien serait amputé des conquêtes que l'armée russe a pu ces derniers mois obtenir. Si tel devait être le cas,
et si nous arrêtions les combats aujourd'hui et procédions à un règlement comme nous l'avions fait en 2015 à Minsk, ça voudrait dire que Vladimir Poutine finalement a gagné et que le recours à la force a payé. Nul doute que l'exemple serait regardé avec attention par d'autres pays qui considéraient alors que l'usage de la force peut être un moyen d'atteindre des objectifs et que la diplomatie est devenue secondaire. L'autre option, c'est le recul de Vladimir Poutine dès lors que l'Europe et les États-Unis infligent des dommages importants à la Russie. Des dommages militaires, c'est le rôle des Ukrainiens, si nous savons les aider. Des dommages économiques, c'est le principe des sanctions. Et enfin, des dommages politiques en isolant la Russie. La Chine, elle observe ce que nous allons faire et quelle va être la résolution du conflit. Si le premier scénario se confirme, alors elle peut elle-même être tentée de pousser son avantage vers Taïwan. Si en revanche, c'est la deuxième option qui l'emporte, et si Poutine recule, alors la Chine comprendra qu'elle a tout à perdre d'une opération, y compris avec des sanctions économiques qui seront d'une autre ampleur que celles dont la Russie est l'objet. Rappelons que le PIB de la Chine est 10 fois supérieur à celui de la Russie. Et mon dernier message, bien sûr, c'est un message de soutien et de solidarité à l'égard de la Grèce. On ne peut pas accepter qu'au sein d'une même alliance, l'OTAN, il puisse y avoir des menaces qui puissent être proférées à l'égard d'un membre par un autre membre. De la même façon, la Turquie est un membre associé de l'Union européenne, candidat à l'adhésion, même si celle-ci n'est pas loin de là à l'ordre du jour. Comment concevoir même une présence de la Turquie dans une forme d'Europe élargie si elle se comporte de manière agressive? Mais l'Europe elle-même, elle doit s'adresser au reste du monde, constituer des coalitions, ne pas laisser les pays du Sud indifférents à la situation qui est la nôtre. Nous ne pouvons pas admettre que beaucoup de pays soient restés dans l'abstention par rapport à l'agression russe. Et s'ils ont eu cette attitude, c'est parce que ces pays pensent que nous ne sommes pas non plus nous-mêmes attentifs aux drames qui les concernent, celui du climat, celui des conflits territoriaux, celui du terrorisme. Si l'Europe veut, elle, être respectée, elle doit être une force politique, militaire, mais elle doit être aussi une puissance d'initiative. Voilà ce que je voulais dire ici à Thessalonique, une ville que je découvre, une ville qui est la deuxième de la Grèce, un grand port, et une ville qui compte dans l'espace européen. Alors, merci encore pour votre accueil, et sachez que, quels que soient les présidents de la République française qui se succèdent ou se succéderont, ils seront toujours les amis de la Grèce.